Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Refermer les frontières pour sauver l'économie, une idée souvent soutenue par l'extrême droite, mais aussi et plus récemment par la gauche. François Ruffin, journaliste, signe leur grande trouille, journal intime de mes pulsions protectionnistes. Mais avant d'en parler, un point sur l'actualité de ce mardi 15 novembre 2011 dans le Finistère. Une bouffée d'air frais depuis ce matin, 6 heures. Pour la Sobrena à Brest, le ferry armorique de la Brittany Ferries est à quai pour réparation. 11 jours de travail pour la moitié des 240 salariés de l'entreprise de réparation navale. La Sobrena est actuellement sous administration judiciaire. L'arrivée de ce bateau est un soulagement, mais ne signe pas la fin de la lutte, comme l'explique Thierry Bezet, délégué CGT. Tout le monde est heureux et fier de retourner au travail, car tout le monde, tous les compagnons, ils aiment leur métier. On l'a prouvé dans les dernières semaines. Ça, c'est un bateau test. Maintenant, on attend vraiment un signe fort de l'État pour qu'ils viennent nous confirmer la pérennisation de la réparation navale à Brest. Ça fait 25 ans que la Sobrena existe. Il n'y a jamais eu de problème. Et on a l'impression que l'État découvre un peu qu'est-ce que c'est de la réparation navale. Et une réunion est prévue donc en sous-préfecture de Brest ce mardi sur le thème de la sauvegarde de la réparation navale. Et puis les salariés de la Sobrena ont prévu de manifester samedi devant l'hôtel de ville de Brest. Et puis un préavis de grève a été déposé par les agents du centre de tri postal de Kergaradec à Brest. 80 postiers ont voté une grève à partir de mardi prochain, le 22 novembre, en cause les conditions de travail et la charge de travail plus conséquente selon les syndicats. Les mobil-homes indésirables sur la commune de Kerlouan. Le maire a entrepris de faire le ménage sur les 13 km de la commune des 13 km de côte de la commune du Nord Finistère. En vertu de la loi littorale et du plan d'urbanisme, certains propriétaires sont priés de plier bagages. Marina Dété. Des mobil-homes comme celui-ci, il y en a une centaine sur la commune de Kerlouan. Jusqu'à présent, la municipalité tolérait ces habitations situées sur des terrains privés. Mais depuis quelques mois, elles ne sont plus les bienvenues. Donc depuis le mois de février, les propriétaires de terrains privés sur Kerlouan, où étaient installés des mobil-homes, ont reçu un courrier qui demandait d'enlever les mobil-homes des terrains, en précisant que le code de l'urbanisme indiquait que les mobil-homes ne pouvaient être installés que dans les parcs résidentiels de loisirs, les terrains de camping, certains terrains de camping, et puis dans les villages de vacances. Faire le ménage sur Kerlouan, une décision que la mairesse explique par un durcissement des règles. Nous sommes une commune littorale avec toutes les problématiques d'assainissement. Et des problématiques lourdes d'assainissement, des problématiques de qualité des eaux de baignade, des problématiques d'algues vertes, nous aussi. Voilà, tout ça, ça participe au fait que, on ne peut plus accepter que des gens soient dans l'irrégularité alors qu'on oblige les autres à se mettre aux normes. Certains propriétaires ont installé des fosses septiques et paient des taxes pour les ordures ménagères. Pour eux, c'est l'incompréhension. Et l'eau a été installée par la commune. Donc si la commune ne veut pas qu'on s'installe, ils n'ont pas besoin d'installer l'eau. Il s'agissait à l'époque non pas de terrains pour les mobil-homes, mais de terrains que les gens achetaient pour des caravanes. Mais bon, c'est sûr, moi, personnellement, je considère que c'est une erreur que d'avoir installé l'eau dans tous ces terrains. Quelques mobil-homes pourraient être régularisés, ceux qui se trouvent dans une zone constructible autour du bourg. L'association de propriétaires compte néanmoins se battre jusqu'au bout. S'il faut aller donc devant le procureur, nous irons devant le procureur. Le tribunal devrait décider du sort de ces maisons mobiles dans les prochains mois. C'est une première en Bretagne. Le revenu minimum étudiant est désormais une réalité pour une cinquantaine de jeunes de Plougastel d'Aoulas. La première étudiante reçoit son chèque ce mardi. Xavier Patrigeon. C'est ce mardi que le premier chèque du revenu minimum étudiant est remis. Cette initiative est une première en Bretagne, mise en place par la commune de Plougastel d'Aoulas pour ses étudiants. On a eu 113 dossiers qui ont été retirés
et 45 dossiers ont été acceptés. On va remettre là 35 000 € donc à 45 jeunes de Plougastel. Parmi eux, 29 étudiants à Brest, 13 en province et 3 à Paris. Ils reçoivent chacun un chèque allant de 80 à 3 800 €. Claire est la destinatrice du premier chèque de l'allocation. J'ai vu dans le journal qu'ils proposaient le RME et du coup j'en ai parlé avec mes parents. Et du coup on a été prendre un dossier en mairie et on l'a rempli. Je pense que c'est une bonne solution parce que ça va permettre d'alléger mes parents du poids de mes études. Et ça va me permettre de me débrouiller toute seule pour pouvoir payer moi-même mes études ainsi que mon repas le midi et mon transport pour aller jusqu'à l'école. L'étudiante reçoit un chèque de 1 404 € pour son année scolaire. Ces jeunes pourront réussir leur vie, passer moins de temps à faire des petits boulots en supermarché ou autre, et donc plus de temps à réussir leurs études. Et que ces jeunes qui vont réussir leurs études, une partie se réinstalleront sur Plougastel, donc créeront aussi d'activités économiques. Ce projet a reçu le soutien du président de l'UBO et la mairie espère que d'autres communes lui emboîteront le pas. Leur grande trouille, journal intime de mes pulsions protectionnistes, un livre signé François Ruffin qui est notre invité. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes journaliste et ce livre c'est le résultat d'une dizaine d'années de visites d'entreprises en difficulté. Alors il y en a plusieurs, Parizeau, Goodyear, Whirlpool, Molex. Toutes ces entreprises souffrent du libre-échange et vous êtes arrivé à cette conclusion. La solution, ce serait le protectionnisme. C'est-à-dire que là, on voit bien ce qui se passe, par exemple, ici localement avec la Sobrena, où on cherche à préserver une niche de 237 emplois sur un marché qui n'est pas du tout un marché qui est en train de se réduire, par exemple, puisque le trafic des marchandises a été multiplié par 50 depuis les années 60. Donc c'est un marché qui est en expansion considérable. Simplement, c'est plus ici que ça se produit. Et si c'est plus ici que ça se produit, c'est pas parce que ça se produit ailleurs, et pas parce que les patrons sont des méchants, des salauds qui respectent rien du tout, parce que ils sortent leur calculette. Et quand ils sortent leur calculette, ils voient que ça leur revient moins cher de produire ailleurs. Pour des raisons sociales, mais aussi parce qu'il peut y avoir moins de normes environnementales ailleurs, moins de normes fiscales. Donc maintenant, si on veut renouer avec le progrès social, le progrès fiscal, le progrès environnemental, il y a la nécessité, alors pour toutes les boîtes que vous citiez, la Parizeau, Goodyear, Whirlpool, mais aussi pour plus de justice fiscale, pour l'environnement, pour rétablir des normes sur les produits phytosanitaires. Quand on va à un congrès de paysans d'arboriculture, que vient annoncer Bruno Le Maire, le ministre de l'Agriculture? Il vient dire, vous savez, la France ne peut pas toujours être les premiers de la classe sur le terrain environnemental. Donc qu'est-ce que je vais demander à Jean-Louis Borloo? Je vais lui demander de réduire les normes environnementales pour qu'on se mette au même niveau que l'Espagne. Donc c'est le dumping. Le dumping est devenu la loi. Alors malgré tout, le protectionnisme, c'est souvent une idée portée par l'extrême droite qui dit fermons les frontières et faisons la grandeur d'un pays en fermant les frontières. D'abord, c'est extrêmement récent que ça soit une idée qui soit reprise par l'extrême droite. John Maynard Keynes, qui était partisan du protectionnisme, aurait été bien surpris qu'on lui dise qu'il était xénophobe, raciste, et pourtant il prenait le protectionnisme. Il était favorable au protectionnisme. Vous êtes pour le protectionnisme plutôt des échanges commerciaux, mais pas forcément des hommes et des idées de la culture. L'inverse. Justement, ce qui est mis en œuvre aujourd'hui, c'est qu'il y a un protectionnisme. Mais le protectionnisme, il n'est pas sur les marchandises. Aujourd'hui, vous avez 96,4% des containers qui arrivent sur le sol français qui ne sont pas scannés. Vous en avez 99,98% qui ne sont pas visités, des conteneurs de marchandises. En revanche, vous avez 100% des hommes qui sont à la fois scannés, dont on contrôle les papiers. On a construit un véritable mur entre la France et l'Afrique. On a installé des centres de rétention sur les terres de notre ami le colonel Kadhafi, puisqu'à l'époque c'était notre ami. On envoie des patrouilles jusqu'en Mauritanie. Donc il y a deux poids, deux mesures. Et en revanche, dès qu'on viendrait réclamer des taxes aux frontières sur les pneus en caoutchouc en provenance de Russie ou de Thaïlande, c'est à ce moment-là qu'on serait un xénophobe. Donc on peut rejeter les populations pauvres sans être taxé de xénophobie. En revanche, dès qu'on se mettrait à taxer les produits, là on serait xénophobe. Donc là, il y a la transformation d'une option économique qui a été débattue au long des siècles en une valeur morale. Juste très rapidement, François Ruffin, aujourd'hui, vous vous rapprochez de la démondialisation d'Arnaud Montebourg, et malgré tout, Arnaud Montebourg ne sera pas candidat. Qui, selon vous, porte le mieux l'idée que vous soutenez, le protectionnisme
D'abord, je ne crois pas que ces grandes options économiques vont malheureusement être au centre du débat l'année prochaine. Des présidentielles. Je souhaite qu'elles le soient. J'espère qu'un homme comme Jean-Luc Mélenchon, puisque je suis de gauche, et porte ce thème-là avec courage et vienne balayer toute la petite couche de libre-échangistes qui domine l'univers des médias, de la politique et de l'argent. François Ruffin, merci. Laure Grande Trouille, journal intime de mes pulsions protectionnistes, c'est donc à découvrir. Et puis vous êtes donc ce mardi à Brest à 20h à la Maison du Peuple, et puis ce mercredi à Saint-Brieuc, jeudi à Morlaix et vendredi à Concarneau pour un Fakir Tour. Merci beaucoup d'être venu sur TBO. Pour notre part, on se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité dans le Finistère. Merci, à bientôt.